libre, chers amis. Salut Francis. Salut Alex. Bon, on avait souvent dans les derniers jours cette même manchette. Une autre nuit de bombardement en Iran. Puis là, on était rendu à quoi? 12, 13. En fin de semaine, là, très calme. Il s'est absolument rien passé. Est-ce qu'on se dirige vers une espèce d'accalmie, une désescalade, une diminution du prix du brut et ultimement, nous, là, qui faisons le plein? Il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. On est déjà dans une accalmie. Là. C'est la troisième nuit où il n'y a pas de bombardement américain sur l'Iran. Puis évidemment, j'ai pas envie de dire d'assigner des blâmes, mais les Iraniens répondaient. Hein, grosso modo, quand les Américains bombardaient, les Iraniens prenaient leur revanche et allaient attaquer des bases militaires en Jordanie, au Koweït, en Bahreïn, etc. Là, il semblerait que justement les Américains aient pris l'initiative de ralentir la cadence et donc les Iraniens également. Je crois comprendre, puis on n'est pas dans le secret des dieux personne, mais que les Iraniens, évidemment, avec leurs proxys, comme on les appelle, leurs amis, les Houthis, qui sont au Yémen, auraient aussi communiqué d'arrêter là, de bombarder notamment des navires saoudiens qui passaient dans la mer Rouge, là, donc tout au sud de la péninsule. Bref, comme tu l'as bien dit, ça a engendré déjà là, le pétrole, ça ouvre le dimanche soir, là, notre heure. Le pétrole est passé de 100 $ à le fin de la semaine dernière à 88 $ ce matin le baril. C'est Comme j'aime toujours le rappeler, là, ces chiffres-là qu'on énonce, c'est pour une catégorie de pétrole, le Brent, puis c'est pour livraison en septembre et en octobre. Hein. Donc, c'est pas le prix qu'on paye là, évidemment, sauf que ça a tendance, évidemment, à avoir un impact avec quelques semaines de décalage. Et donc là, c'est le paradoxe. Le prix que je vous dis ce matin, c'est 88, mais si vous allez faire le plein tout à l'heure, il est toujours à 2 $ le litre. C'est ça qui est particulier, Francis, parce que tu dis c'est des contrats quand même là, sur plusieurs semaines, sauf que quand vient le temps de nous augmenter ça à la pompe, on dirait que c'est comme instantané. C'est-à-dire que bang, il se passe, il y a un bombardement en Iran, le prix du baril de pétrole flambe, puis après ça, il nous augmente ça. La semaine passée, là, c'était pratiquement à chaque jour des 2, 3, 5 sous. C'est comme plus instantané d'un bord, on dirait. Hein? Oui, parce qu'on veut être certain. Puis tu sais, je fais de l'empathie là, avec ceux qui le vivent directement, évidemment. En économie, c'est très compris là, ce phénomène-là. Tu sais, les choses augmentent plus rapidement qu'ils ne baissent. Oui. Puis d'ailleurs, les salaires, ça baisse jamais. Je sais pas si tu as remarqué. Non, mais tu sais, ça peut augmenter moins lentement. En fait, c'est que ces entreprises-là qui opèrent là, toute la chaîne de valeur jusqu'aux pompistes là, à la fin, ils veulent être certains de faire un petit peu de marge sur chaque litre. Fait que c'est sûr que si elle augmente, là, il va vraiment garder les yeux là-dessus pour s'assurer de faire sa petite marge là, sur le pétrole qui est vendu. Quand ça baisse, là, dans le fond, lui, idéalement, il baisserait pas. Mais là, le concurrent d'à côté baisse. Puis là, c'est comme un effet un peu un jeu là, de ping-pong, là, que tout le monde baisse une couple de cents jusqu'à ce qu'on arrive à un nouveau point d'équilibre. Mais idéalement, si on était dans un monopole du pétrole, lui, il garderait ça à 2 piastres pour toujours. Donc, en économie, j'ai pas un bon mot français. On dit que c'est sticky, que c'est comme collant. Oui. C'est collant à la baisse et pas collant à la hausse. Et donc, ultimement, ça explique ce que ça donne. La bonne nouvelle, en tout cas, c'est qu'il semble y avoir du côté américain une volonté vraiment d'arriver à un nouveau cessez-le-feu, à calmer le jeu. M. Trump, là, on le sait, là, il est pris de tous les côtés. Il a lancé ce conflit-là un peu avec un petit pouce israélien. Là, il est pris là-dedans. Ça évidemment ne plaît pas à l'économie américaine, aux républicains qui, évidemment, font face à la réélection là, en novembre. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'avec une baisse là, du prix du brut, comme on en a parlé, les marchés asiatiques, européens, puis les pré-marchés américains sont dans le vert. Là, c'est ça. Fait qu'on va risquer d'avoir une bonne journée sur les marchés. Je veux pas faire de prédictions, mais souvent, quand le prix d'un intrant majeur comme le pétrole baisse, là, les marchés s'enthousiasment sur le futur. Donc, à suivre, évidemment, aujourd'hui, tout ça. Mais ça va quand même faire du bien parce que les derniers jours sur les marchés boursiers... la semaine dernière, très négative. Ouais. Bon. Mais à culpa, ça nous arrive de chialer un petit peu, des fois ici. Juste un petit peu. Mais on propose souvent des solutions. Puis là, on se met toute la gang ensemble, on réfléchit, puis on avance des solutions. Bon. Je veux attirer l'attention de nos auditeurs sur ton texte ce matin dans le journal, parce qu'on parle souvent de... des logements accessibles, l'accès à la propriété. Oui. Là, tu proposes
7 mesures très concrètes, là. Ben, c'est des mesures concrètes, puis en même temps, les gens qui lisent l'article dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec vont dire « Ouais, c'est un peu technique, là, Francis, mais j'ai quand même essayé de faire un effort pour voir comment vraiment on pourrait... » Puis pas juste là, avec une poignée de change à matin, là, parce qu'on a fait plein de ces mesures-là dans les dernières années, là, que ça soit le CELIAP, que ce soit le remboursement de la taxe de bienvenue. C'est pas durable. Je veux dire, ça coûte excessivement cher. Puis l'affaire, c'est qu'à chaque fois, si la maison est 100 000, Alex, puis je te donne 2-3 000 $, puis que je te donne 3 000 $ à tous les premiers acheteurs, qu'est-ce que tu penses qui va se passer avec le prix de la maison? Ça va monter. Ça va être 103 000, oui. Parce que tu as cet argent-là de plus dans tes mains. Puis ce que je constate, en fait, c'est que toutes les mesures qu'on a annoncées, là, que ce soit justement tout ce que j'ai dit, le RAP, le CELIAP, les remboursements de TPS, de crédit d'impôt, de droits de mutation, ça finit par tomber dans les mains des acheteurs, les jeunes, les premiers acheteurs, puis être transférés en quasi-totalité dans les mains des vendeurs. Puis c'est qui les vendeurs? C'est les boomers, c'est les gens qui ont déjà du patrimoine, qui ont déjà des actifs. Je trouve ça drôlement. Oui, on favorise l'accès à la propriété, je ne vais pas nier ce que ça fait, mais ce qu'on fait surtout, c'est de transférer toujours plus de richesses vers ceux qui procèdent déjà. Donc écoute, je ne les lirai pas les 7, mais grosso modo, ma lecture, c'est qu'il faut beaucoup, beaucoup plus encourager, par exemple, les municipalités à s'assurer qu'elles atteignent leurs objectifs de croissance du parc immobilier. Donc, des municipalités qui réussiraient à émettre des permis, à connecter sur l'aqueduc, à emmener l'électricité. Puis c'est pas simple, je le sais, mais le but d'une ville, à un moment donné, c'est aussi d'encadrer ces choses-là. Donc, les villes qui atteignent certains objectifs, on devrait leur transférer un bénéfice fiscal. Pourquoi? Parce que plus il y a de population, plus Québec va empocher d'argent avec toutes sortes de taxes, etc., plus ils vont avoir donc possiblement la possibilité de rembourser. Ensuite, bien évidemment, on devrait exonérer aussi les constructeurs qui réussissent à faire vite. En ce moment, il y a des gens qui sont assis sur des terrains. Là, puis, j'aime beaucoup Luc Poirier, mais à certains égards, des fois, la stratégie, c'est d'être assis sur un terrain en attendant que ça monte. Luc, il fera ses calculs comme il veut, puis sa fiscalité comme il veut, mais donner un petit incitatif fiscal pour dire « Hey, si tu vends ton terrain puis qu'on fait un développement résidentiel rapide, je vais te baisser un petit peu ton impôt que tu vas payer. » Ça mettrait des détenteurs de terre, des détenteurs de terrain un petit peu plus en mouvement. Ça rendrait la chose plus facile. Ensuite, évidemment, tout le reste, là, c'est grosso modo de la densification, rendre les choses plus faciles. Tu sais, il y a beaucoup de gens aujourd'hui là, qui veulent mettre peut-être un logement dans leur sous-sol ou avoir de l'intergénérationnel avec leurs parents. Mais ça, des fois, c'est compliqué. Ouais. Ça, des fois, les villes mettent des bâtons dans les roues. Puis ça, je comprends pas, dans le sens que c'est pas rien que les bâtons, c'est le bio de bois au complet. Alors ça. Que, je veux dire, tu peux favoriser, par exemple, le maintien à domicile de tes parents, un proche. Tout ça. Puis évidemment, avec une adresse distincte, un compte de taxes distinct qui va permettre d'avoir plus de monde à la même adresse, dans le même pied carré. Je pense qu'il y a quelque chose. Puis je finis même en proposant la création, parce que là, on a eu le CELI-App qui était pour les jeunes, grosso modo, pas le CELI pour l'achat d'une première propriété. Mais là, je propose le CELIO. Je trouve ça CELIO? Un peu branding. C'est quoi ça, le CELIO? Compte d'épargne d'impôt pour l'offre. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ça serait, mettons, tu es un boomer, tu as un CELI, tu veux construire un boomer, tu es n'importe qui, tu possèdes une propriété, tu veux construire un logement pour tes parents, tu veux construire un logement pour des étudiants qui viennent dans le sous-sol, dans le garage, je ne sais trop quoi. Il faut qu'il y ait une cuisine, une entrée distincte, là, on connaît la règle, mais tu pourrais utiliser une partie de ton CELI pour t'auto-financer cette construction, cette rénovation-là, avec tous les bénéfices, mettons, comme un CELIAP. Et qu'est-ce que ça ferait? Ça créerait de la densité, ça créerait de l'offre, ça créerait essentiellement un nouveau logement à partir du patrimoine déjà existant. Tu sais, ce qu'on a fait ces dernières années, on a fait des tours de 40 étages, puis qu'est-ce qui se passe actuellement? Ils ont énormément de difficultés à le louer parce qu'on a créé trop d'une sorte de logement. Là, je pense qu'il faut se lancer dans toutes les sortes d'offres. Puis mon CELIO, je trouve que le branding est pas si pire. Alors, t'es fort en branding, t'es fort en marketing, mais, CELIO, mais je veux attirer aussi l'attention sur un point que t'as pas nommé, qui est important. Reporter les droits de mutation jusqu'à la revente ou les étaler sur 10 ans. Ça, t'as tellement raison, parce que ça, c'est une des choses qui nous étouffe, qui nous pogne à la gorge, ces fameuses taxes, là, ces droits de mutation, mais les villes vont, écoute, ils vont miauler, ils vont chialer. Peut-être. C'est une manne pour eux. S'ils veulent chialer, ils peuvent m'appeler, honnêtement, parce que du point de vue d'une ville, puis on va être rapide là-dessus, Alex, mais tu sais, mettons que tu es un premier acheteur, il faut que tu veux t'acheter ta maison à 500 000 $, faut que tu mettes, je sais pas, 50 000 de mise de fonds, c'est déjà beaucoup, mais là, tu vas te faire taper d'un taxe de mutation, un droit de mutation de 4, 5, 6 000, là, je connais pas les chiffres par cœur, mais tu sais, plusieurs milliers de dollars en plus, et souvent, c'est là où le bas blesse, c'est que là, en plus, il faut déménager, il faut se meubler, là, payer le notaire. Bref, si on pouvait décaler ça, mettons, on dit que tu as 5 000 de droits de mutation, mais tu vas pouvoir le payer par mensualité ou une fois par année sur 10 ans. La ville
techniquement, du point de vue comptable, elle va enregistrer un revenu, puis elle va pas l'avoir, tu sais, comme cash dans son compte, mais elle a le revenu, elle a ce montant à recevoir, et donc, ultimement, c'est juste des passe-passe comptables, je veux dire, mais le revenu, tu pourrais l'inscrire au moment de la vente, simplement, tu vas percevoir les liquidités sur 10 ans. Fondamentalement, là, à part un petit peu d'intérêt, là, qu'ils vont ça devrait strictement rien changer pour les municipalités. Puis, honnêtement, c'est pas, tu sais, les revenus de taxes de mutation, c'est important en dollars, mais en proportion des revenus des villes, c'est pas négligeable, mais c'est le gros du revenu, c'est l'assiette foncière de l'existant. Donc, je suis convaincu que les villes pourraient se priver d'un petit peu de revenus ou décaler le revenu dans le temps, quitte à ce que Québec les compense, encore une fois. Mais je pense que du point de vue du ménage, tu assumerais ton droit de mutation en totalité, mais au moins, tu n'aurais pas l'espèce de stress au jour 1 de devoir débourser ce montant-là additionnel en plus de tous les autres frais qui sont liés à l'acquisition d'une première propriété. Donc, encore une fois, c'est plus pour moi d'une réflexion de l'ordre comptable que d'une question là, des villes qui vont pouvoir continuer à faire leur travail correctement. Il n'y a pas de stress de mon point de vue de ce côté-là. Merci, Francis. On t'écoute cet après-midi? Oui, à 15h désormais pour les 4 prochaines semaines, Alex. Salut!